grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Regard croisé sur le rôle et la place de la langue française en Afrique. C'est le thème du grand dialogue de ce soir avec plus de 300 millions de locuteurs. La langue française est la 5e langue la plus parlée au monde après l'anglais, le chinois, le hindi et l'espagnol. Selon l'Observatoire de la langue française, plus de 80 millions de personnes ont le français comme langue principale dans leurs études. C'est en Afrique qu'on rencontre le plus grand nombre de locuteurs francophones. Quel est l'apport de la langue française pour les pays francophones? Quel rapport existe-t-il entre le français et les langues nationales en Afrique? Quelle est l'utilité de la langue française de nos jours? Est-elle en train de perdre du terrain face à d'autres langues? Nous en parlons ce soir avec nos invités au nombre de 3. Professeur Hamidou Issoufi Maïga, il est professeur d'université et ancien fonctionnaire à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Abdoulaye Soumeilou, il est à l'Académie malienne des langues Amala, et professeur Mamadou Dia, enseignant à l'université de Bamako. Ce débat sera modéré par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Je voudrais commencer par vous, professeur Maïga. Aujourd'hui, que représente la langue française dans le monde? Merci, monsieur Gadjigo, c'est ça? Gadjigo. Oui. La langue française dans le monde, vous l'avez dit dans votre introduction, est le 5e au monde par le nombre de locuteurs. Après, comme vous l'avez si bien dit, le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'hindi, peut-être l'arabe aussi. C'est aussi la 2e langue apprise comme langue étrangère. C'est extrêmement important. 2e langue apprise comme langue étrangère. La 4e langue de l'Internet, extrêmement important. La 3e langue des affaires dans le monde. 3e langue des affaires dans le monde. 2e langue des organisations internationales. Et enfin, la langue française est la langue officielle de près de 35 pays et gouvernements. Voilà un peu la carte d'identité de la langue française dans le monde. Donc cette langue est toujours utile pour les pays francophones, les pays dans lesquels elle est parlée? Toujours, c'est d'abord une langue de communication internationale, comme vous l'avez si bien dit, qui permet quand même à nos pays africains, n'est-ce pas, de se parler. Ce qui me permet de revenir un peu, de faire un peu l'histoire. Parce que les gens ne savent pas que la francophonie a été créée par les Africains, pas par les Européens. C'est ce que Léopold Sédar Senghor disait à l'époque. Nous avons trouvé dans les débris de la colonisation un instrument qui nous permet de communiquer entre nous et que donc qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Donc cette langue française permet aujourd'hui, moi malien, de parler avec un Congolais, de parler avec un Sénégalais, de parler avec un Burundais. C'est extrêmement important, c'est une langue de communication internationale, un outil avant tout. Donc, sans utilité, il va de soi que ça nous permettra, n'est-ce pas, de faire des affaires, de communiquer, d'accéder, n'est-ce pas, à la connaissance et tout ce qui suit. Extrêmement importante. D'accord. Professeur Mamadou Dia, vous êtes enseignant. Aujourd'hui, quand vous regardez la langue française, comme il l'a dit, 5e langue, 2e langue, la plus 4e langue sur Internet, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que au-delà de cette utilité, la langue française a d'autres importances pour les communautés africaines qui la parlent? Bon, je pense bien que l'importance de la langue française au sein des communautés, parce que c'est d'abord une langue partagée, comme il a dit, par un certain nombre de pays. Donc, ce qui fait que c'est un moyen de communication internationale, ce qui permet, comme le professeur vient de dire, permet à certains pays, à certains habitants d'échanger.
Mais ce que moi je voudrais ajouter, c'est que vous avez dit dans votre introduction que le français est parlé par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir sinon le statut du français ou son avenir, ça se joue en Afrique. Parce qu'il y a à peu près 167 millions d'Africains qui parlent cette langue-là, donc soit à peu près 52,02%, plus de la moitié. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est quoi? C'est que le français est la langue officielle de 11 pays en Afrique, mais parmi ces 11 pays, 8 sont de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'avenir du français, c'est réellement en Afrique de l'Ouest. Il faut le dire ainsi. Voilà, c'est un moyen de communication internationale. C'est comme ça que moi je vois. Oui, mais est-ce que cette langue-là a un apport sur le plan politique, économique pour ces pays-là? Obligatoirement, parce que la langue étant le véhicule de la culture, donc il va de soi que cette langue d'abord est un apport culturel pour ces pays, mais au-delà de ça, la francophonie aujourd'hui est un instrument politique. Donc l'avenir politique aussi dans ces pays se joue par le biais de cette langue-là. Voilà. Donc il a dit, M. Soumeilou, Maïga disait tantôt que la francophonie, l'idée est venue des Africains. Aujourd'hui, que peut-on dire à ceux qui pensent que la francophonie, c'est un instrument, un moyen pour la France de continuer de dominer ces États qui parlent cette langue-là? Ok, Gadjiko, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie aussi mes devanciers pour avoir pris la parole. Et je ne vais pas les répéter. Et juste vous dire que la langue en tant que telle, on ne perdrait rien à l'apprendre. Maintenant, si on prend le français en Afrique, aujourd'hui, nos devanciers, il a cité Senghor, il a dit en son temps parce qu'on avait des langues, bien sûr, mais nos langues n'étaient pas à un stade où elles pouvaient nous permettre de travailler. Donc c'est pour cela que le seul référent qu'on avait, c'était le français qui déjà avait une culture écrite qui nous permettait au moins une fois inscrits à l'école de pouvoir échanger entre nous. Pour simplifier, aujourd'hui, on est sur la table, on est de différents horizons, différentes cultures, différentes races, même si on est tous maliens, mais c'est le français qui nous permet de communiquer entre nous aujourd'hui. Si le français n'avait pas été institué à l'école, avant qu'on ne parle d'éducation, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Mais fort heureusement, on a eu un instrument que je salue, que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, si on a eu la chance d'être avec vous, parler de francophonie, c'est parce qu'on a été à l'école. Et qu'est-ce qu'on a utilisé comme médium d'enseignement? C'est le français. Donc à ce titre, son importance, il est loin de moi l'idée de le rejeter. Alors, si on vous demande, vous qui êtes à l'Académie malienne des langues, de nous parler du rapport entre le français et nos langues nationales, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, à la différence de beaucoup, je ne vais pas dire qu'il faut mettre le français à côté. C'est une valeur ajoutée. Mais ceci dit, nos langues nationales, c'est à nous de les valoriser. Puisque, comme on dit, je ne sais pas, en Bamana, vous allez m'excuser, qu'il y ait don de nyonte. Et là, ce n'est possible qu'à travers nos langues. Parce que si on prend un peu le parcours qu'on a eu, le problème avec le français comme instrument d'éducation, c'est que l'apprenant fournit trop d'efforts pour comprendre les concepts. Mais si on avait nos langues déjà instrumentées à l'ère des indépendances, je crois qu'on allait vivre moins de cassures que celles qu'on a connues. Parce que c'est notre milieu, c'est nos langues, on est né là-dedans, on est grandi là-dedans, les concepts nous entourent. Donc tout sera facile pour nous. Mais en français, ce n'est pas facile du tout. C'est ce qui a expliqué beaucoup de chefs, puisque les concepts étaient difficilement représentés dans la tête de l'apprenant.
Mais le français ne constitue pas un obstacle à la promotion de la valorisation de nos langues. Non, je crois que c'est une volonté politique. Si on veut valoriser nos langues nationales, c'est juste une volonté politique. Le français, je ne vois en quoi c'est un obstacle. D'accord. Monsieur Maïga, je voudrais reposer cette question à vous qui avez travaillé à l'OIF. Est-ce que répondez-vous à ceux qui pensent que le français, c'est un moyen pour la France de rester maître en Afrique ici? C'est extrêmement important la question que vous venez de poser. Parce que les gens pensent que la francophonie, c'est uniquement pour la promotion de la langue française. Non. La francophonie, c'est d'abord une des missions essentielles, c'est la promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Personnellement, quand j'étais en poste à l'OIF, j'étais chargé du programme Partenariat des langues et la diversité culturelle. Mon programme visait à développer, à promouvoir d'abord les langues nationales, le partenariat entre le français et les langues nationales, et ensuite à développer des programmes d'enseignement bilingue français et langue nationale. C'est d'ailleurs là que nous avons eu l'opportunité de mettre sur pied un programme qu'on appelle École et langue nationale, ELAN, qui est actuellement exécuté dans 12 pays, n'est-ce pas, africains. La francophonie a financé, appuyé, dans un premier temps, l'étude, la description scientifique, morphologique, morphosyntaxique, sémantique, et tout ce que vous voulez, de plusieurs langues africaines. Les premières études qui ont été menées, en tout cas ici au Mali, c'est des projets, n'est-ce pas, de la francophonie, tels que description systématique des langues, dynamique des langues. Donc, la francophonie, ce n'est pas que pour, n'est-ce pas, la langue française, c'est aussi pour les langues partenaires. Et en particulier, il y a un volet important mis en place pour la promotion des langues nationales. Et actuellement, même au Mali, le programme ELAN, n'est-ce pas, est en train d'être exécuté avec l'accompagnement de la francophonie, en particulier de l'IFEF, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, qui est basé à Dakar. Mais la promotion des langues nationales est-elle possible lorsque nous avons le français comme langue officielle dans beaucoup de ces pays-là et comme langue de travail? Mais bien sûr. Le problème, c'est que c'est une question d'articulation. Il n'y a pas d'antagonisme entre français et langue nationale. Il s'agit plutôt de pouvoir faire une articulation harmonieuse, n'est-ce pas, faire un bilinguisme fonctionnel et convivial entre nos langues et le français. Et ça, c'est possible. Il n'y a pas disons, de contradiction entre les deux. Vraiment. D'accord. D'ailleurs, j'allais dire, excusez-moi, j'allais dire que le français aujourd'hui, beaucoup de chercheurs pensent que le français s'est définitivement incrusté dans l'écologie linguistique, n'est-ce pas, de nos pays, et qu'on ne peut plus, n'est-ce pas, d'un revers de main, n'est-ce pas, le chasser. Il faut composer l'avenir du français lié aujourd'hui aux langues maliennes, aux langues nationales, et vice-versa. Il faut plutôt aller vers une sorte de dialogue, de partenariat convivial et fonctionnel pour que l'on s'en sorte. D'accord. Il ne s'agit pas d'avoir une position... D'accord. Voilà. D'accord. Mamadou Diadou, d'accord avec ça, que l'avenir du français est lié à nos langues ou vice-versa? Non, je pense que c'est évident qu'un partenariat linguistique doit permettre aux deux langues, c'est-à-dire quand je dis deux langues, les langues africaines constituées comme un bloc et le français, de marcher ensemble. Mais ce que je déplore, c'est quoi? C'est que dans ce partenariat, le français est toujours considéré comme une langue dominante au détriment des langues africaines. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est ce qui constitue pour moi un obstacle. Sinon, aujourd'hui, il est indiscutable que le français ne peut pas marcher sans les langues africaines. Quand vous dites dominante, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on nous l'impose dans certaines circonstances?
Non, politiquement, d'abord, c'est imposé à partir du moment où c'est une langue officielle. Ça veut dire que c'est imposé. C'est-à-dire que la langue officielle suppose la langue de travail, la langue de l'administration, la langue du commerce international. Donc, si nos langues ne sont pas à ce même niveau-là, on va toujours continuer à nous battre pour le partenariat, mais toujours au profit du français. C'est ce que moi je déplore. Sinon, théoriquement, le partenariat est une obligation. Voilà. D'accord. Monsieur Soumeilou, le français et nos langues nationales, on peut parler de complémentarité? Bon, moi je vais dire oui, quelque part complémentarité, mais avec pincette, si on va sur un point de vue équilibriste. Le doyen a parlé tantôt de Elan. Elan a fait beaucoup de choses, je ne le nie pas, mais il y a beaucoup de choses qui reste que Elan n'a pas fait, puisque quand vous partez dans nos structures encore éducatives, Elan, vous partez dans une école, vous parlez d'Elan, rares sont ceux qui vont vous dire ce que c'est. Donc c'est vraiment, sans vous vexer professeur, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ils peuvent mieux faire. Et nos langues nationales, elles peuvent aller là où le français est aujourd'hui. Est-ce que nos langues peuvent remplacer le français aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, on a du chemin à faire. Parce que dans l'instrumentalisation des langues, il y a beaucoup à faire. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ce qu'on aurait dû injecter par rapport au développement des langues nationales, si on l'avait fait, aujourd'hui, je ne doute pas qu'on puisse enseigner jusque dans les lycées, dans nos langues nationales, et avoir des manuels appropriés. Mais théoriquement, dans les écoles fondamentales encore, ce n'est pas facile. Même si on le fait, c'est avec tous les problèmes du monde, puisque le matériel ne suit pas. D'accord. Monsieur Maïga, voulez-vous réagir? Oui, je voudrais vraiment réagir parce que, vous savez, il faut peut-être s'informer et savoir ce qui se passe en matière de politique linguistique éducative. Il y a des efforts immenses hein, qui sont déployés, non seulement par n'est-ce pas, l'institution, mais aussi par les ONG qui sont là sur le terrain. Je pense à CIRA. Et là n'est pas le seul projet. Il y a CIRA, il y a beaucoup d'autres projets qui travaillent dans ce sens parce que les gens ont pris conscience du fait que pour améliorer la qualité de l'éducation, il faut obligatoirement passer par la langue maternelle pour que l'enfant fasse ses premiers pas d'apprentissage dans sa langue pour pouvoir mieux sauter, pour pouvoir mieux apprendre l'autre. Donc, des outils pédagogiques vraiment de grande qualité ont été élaborés. Tant au Mali qu'ailleurs. D'ailleurs, les gens viennent prendre l'exemple du Mali. Récemment, la Guinée, le ministère de l'Éducation nationale de la Guinée a envoyé des gens ici pour s'inspirer de l'expérience malienne en matière d'éducation bilingue. C'est pour vous dire, n'est-ce pas? M. Dia est témoin oculaire. Nous venons de sortir d'un atelier de confection de manuels, disons, de transfert, c'est-à-dire de guide de transfert. Comment didactiser les grammaires décrites et comment faire en sorte d'aider l'enseignant à pouvoir passer, à pouvoir faire passer, n'est-ce pas, certaines notions de la langue vers le français et vice-versa. On a élaboré à ce goût, n'est-ce pas? Beaucoup d'autres documents existent, des dictionnaires existent, des lexiques existent. Mais comme vous l'avez dit, il y a bien sûr du travail à faire. Le français n'était pas une langue de science au départ. Le français n'était pas une langue de science au départ, c'est après. C'est à force de travailler, de faire des dictionnaires, de faire des lexiques, de faire des descriptions grammaticales, que le français est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous aussi, nous avons le même chemin à faire, mais on ne peut pas dire que vraiment rien n'est fait. Vraiment.
D'accord. Le français n'est-il pas en train de perdre du terrain face à d'autres langues comme l'anglais? Aujourd'hui, on voit même en Afrique de certains pays, ont abandonné le français au profit de l'anglais. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour cette langue? D'abord, il faut dire que le français, quand même, c'est la deuxième langue des affaires en Europe. La deuxième langue des affaires en Europe, n'est-ce pas? Et dans le monde. C'est aussi, il représente à peu près 20% des échanges commerciaux, 17% des revenus bruts mondiaux et 20% de la population mondiale. Donc, c'est quand même une langue qui est très dynamique, mais simplement, dans le phénomène de la langue, il y a ce qu'on appelle les imaginaires linguistiques. Les imaginaires linguistiques, c'est des représentations qui ont une incidence sur les pratiques linguistiques. Par exemple, je viens d'un séminaire, d'un colloque à Dakar, où j'ai été surpris de voir que des universitaires de la Côte d'Ivoire, hein, du Burkina, du Gabon, présentent leur communication en anglais. Alors qu'ils parlent parfaitement français. La preuve, c'est que quand on est passé aux questions, ils ont répondu aux questions en français. Donc, il y a là un problème de représentation. Un problème, bon, je ne vais pas dire complexe, mais même les Français eux-mêmes, quand ils sont dans les organisations internationales, ils préfèrent s'exprimer en français. Est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'ils pourront être compris par beaucoup plus de gens que lorsqu'ils parlaient en français? C'est une question de représentation, comme je l'ai dit, d'imaginaire linguistique, parce qu'on considère qu'en parlant français, en parlant anglais, on n'est plus docte, on n'est plus savant, on n'est plus émancipé, on n'est plus informé. L'anglais a une représentation très positive dans la plupart, en tout cas chez la plupart des intellectuels européens et africains. Ça joue beaucoup dans les pratiques. Et ça peut tromper. Mais je veux dire quand même que c'est vrai que le poids de l'anglais se sent, mais je ne pense pas que sur le plan, n'est-ce pas, des locuteurs, n'est-ce pas, les locuteurs du français augmentent de jour en jour. Et comme l'a dit le professeur Dia, ces locuteurs, n'est-ce pas, parce que l'avenir de cette langue-là, c'est en Afrique. Ce n'est plus en Europe. N'est-ce pas, ce n'est plus en Europe. Dans 50 ans, on dit que la moitié des locuteurs, n'est-ce pas, la langue française seront en Afrique. Et surtout que, la population africaine est très jeune. Voilà. Donc, il y a un avenir. D'accord, Mamadou Dia, le fait que l'anglais soit en tout cas la langue qui est beaucoup plus parlée aujourd'hui à travers le monde, on dit souvent même que quand vous quittez l'Afrique et quelques pays de l'Europe, on ne parle plus français, c'est l'anglais. Quel impact cela peut avoir sur la promotion de cette langue-là, surtout dans notre continent? Bon, je pense bien que je voudrais commencer par une réponse de Boutros-Ghali quand il était secrétaire général de la francophonie. On lui avait posé la même question. Qu'est-ce qui explique le fait que l'anglais soit en avance sur le français? Et il a répondu que lui, il pense que c'est le français qui est en train de prendre du recul par rapport à l'anglais. Voilà, pour dire tout simplement, vous rejoindre. Et qu'est-ce qui expliquerait ce recul? Voilà, pour vous dire tout simplement que quelque part, on sent effectivement que le français est en recul, est en recul. D'abord, au niveau de la science, les meilleurs documents aujourd'hui, c'est en anglais. Et on a comme l'impression que l'anglais est la langue de la science. Et sur le plan politique, vous voyez, quand le président français lui-même tient des discours officiels en anglais, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Comparativement au sort du français, c'est-à-dire que est-ce un complexe pour lui de parler français lors des rencontres officielles, ou bien est-ce parce qu'il s'est rendu compte lui-même que sa langue est en recul? Donc bref, moi, je suis
un peu opposé au professeur pour dire tout simplement que le français est en recul. Et ce recul a un impact obligatoirement sur la communauté qui la parle. Parce que, on l'a dit, le français aujourd'hui, toute langue étant un véhicule de la culture, donc, ça impacte sur la culture. 2, j'ai dit ici que la francophonie, c'est avant tout un instrument politique. Donc, politiquement, ça va jouer sur cette langue-là. Et économiquement aussi, parce que la langue aussi, aujourd'hui, c'est un phénomène de commerce international. Alors, quand vous parlez de francophonie comme instrument politique, vous parlez de l'organisation ou bien vous parlez le fait que la francophonie, comme l'ensemble des pays qui parlent cette langue-là? De l'organisation. De l'organisation. Oui. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie a des structures quand même, hein, comme l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur Soumeilou. Est-ce que vous travaillez avec cette structure ou bien vous voyez l'impact de son existence pour nos pays ici? Okay, d'accord. Avant de répondre à votre question, je vais revenir un peu en arrière. Quand le professeur avait parlé, il disait que les gens n'étaient pas informés. Ce n'est pas un manque d'informer. Et puis, loin de moi, l'idée de dire que rien n'est fait. J'ai dit beaucoup est fait. Mais il y a beaucoup qui reste à faire. Je prends un exemple, Sira qui l'a cité. Sira travaille. Dans quelle langue? On est à l'Académie malienne des langues. Ils ne viennent pas travailler avec nous. Alors que les règles de transcription sont décidées et traduites dans l'application au niveau de cet institut qui est l'Amalan, qui est le seul institut du genre au Mali et qui est le point focal de l'ACALA, l'Académie africaine des langues. On ne peut pas comprendre que des gens qui travaillent sur les langues n'aient pas une attache avec cette académie. Et j'ai interpellé un de leurs agents une fois, il dit attention, vos transcrits trahissent l'alphabet arrêté pour le Bamananka. Et là, ce n'est pas bon. Ils écrivent exactement comme on entend, comme sur les Sotrama. Ce n'est pas normal. C'est là où je dis il y a beaucoup qui reste à faire. Quand on parle de documents dans les langues nationales, si l'Amalan n'est pas représenté quelque part, les jeux sont faussés. Et à ce que je sache, ce dernier atelier, peut-être la direction peut se présenter, mais sans partager l'idée. Maintenant, revenir à votre question. L'agence universitaire de la francophonie, par exemple. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance que cette agence soit passée chez nous pour quoi que ce soit. D'accord. Monsieur Maïga. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, comme je l'ai dit là, il faut toujours s'informer. C'est très important parce que Sira, dont il a parlé, Sira, l'une des caractéristiques de Sira, qui fait la différence d'ailleurs entre Sira, je ne suis pas de Sira, qui fait la différence entre Sira et beaucoup d'autres projets d'ONG ici, c'est que Sira travaille intimement avec le ministère de l'Éducation nationale. Tous les conseils pédagogiques. Parce que le bilinguisme, ce n'est pas que l'écriture, hein. Ce n'est pas que les règles de transcription, ce n'est pas que ça. Donc Sira est impliqué, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, pour avoir été moi-même conseiller technique du ministre et directeur de l'enseignement normal, je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Sira, j'étais même le président de la commission technique représentant le ministère. Chaque mois, hein, il y a une commission technique qui se réunit au ministère de l'Éducation nationale, dont moi-même j'étais le président, pour te dire combien Sira travaille avec le ministère. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Sira. Maintenant, des travaux au niveau de l'ACALA, je l'avais dit au départ, mais les premiers travaux de description systématique de langue ont été appuyés techniquement, financièrement par l'OIF, par la francophonie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les projets DELA, DILA, ESLI, le dictionnaire monolingue Bambara que vous avez là-bas,
c'est financé par l'OIF. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux gens qui ont travaillé dans ce sens. Alors, M. Maïga, quel a été l'apport de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dans la promotion de la langue française? Dans la promotion de la langue française ou de la promotion de la langue nationale? Non, de la langue française. Ah, mais là, sa mission essentielle, c'est la promotion de la langue française. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas en train de se détourner de cette mission? Du tout. Peut-être que c'est qui... Au profit des actions politiques. On voit qu'elle est beaucoup plus engagée. Il y a l'action politique qui a effectivement brouillé en tout cas la piste, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est connu, l'action politique a beaucoup joué, mais il y a aussi quand même, comme vous l'avez dit, la francophonie a des structures techniques qui travaillent. C'est-à-dire que le secrétaire général de la francophonie fait de la politique, mais les services techniques font, n'est-ce pas, des actions techniques sur le terrain. Par exemple, pour la promotion de la langue française, vous avez, par exemple, beaucoup de financements mis, par exemple, à la disposition des créateurs, artistes, cinéastes. Il y a beaucoup de films qui ont été financés grâce justement à l'apport de la francophonie. Ensuite, sur le plan littéraire, les chaînes de télévision. Sur le plan littéraire, le prix des 5 continents, qui est organisé chaque année, qui prime des belles plumes. Il y a beaucoup d'actions, n'est-ce pas, qui sont accompagnées sur le plan culturel par la francophonie pour la promotion de la langue française et aussi pour la promotion des langues africaines. Il y a aussi des prix. Hein? Voilà. Mais est-ce que cet engagement, M. Dia, est-ce que cet engagement de plus en plus croissant, cette implication de plus en plus croissante de l'OIF dans les questions politiques ne déteint pas un peu sur la promotion de cette langue-là? Oui, c'est-à-dire que le professeur, si vous avez suivi le professeur dans son raisonnement, c'est qu'il est indéniable comme que la vocation politique est là, mais à côté de ça, il y a effectivement cette mission de faire la promotion de la langue française. Et c'est pourquoi, moi, je me dis que les langues africaines ne doivent pas espérer sur la francophonie pour faire leur promotion. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tout ce que la francophonie va faire pour les langues africaines, c'est, je m'excuse du terme, c'est la poudre aux yeux. Mais c'est à nous, Africains, de faire la promotion de nos langues. C'est-à-dire, il faut que, pour que les langues africaines se développent, il faut qu'elles s'appuient sur des politiques nationales. Sinon, la francophonie n'a aucun intérêt à faire la promotion des langues africaines. Voilà. Donc, bref, je résume. Il y a effectivement la vocation politique, mais il y a des structures techniques qui sont là pour la promotion de la langue française. Et les langues africaines, pour leur promotion, ont besoin d'un soutien africain, c'est-à-dire que les langues nationales doivent être développées par des politiques nationales, sinon on restera toujours à la traîne, faire en sorte que les langues africaines soient un escalier pour les langues internationales. Comme le français. Êtes-vous d'accord avec cela que la francophonie ne peut pas contribuer à la promotion de nos langues? Non, indéniablement. Indéniablement, puisqu'on dit « toi le ciel t'aidera ». Si nous-mêmes, on ne se met pas au devant pour que nos langues puissent être à leur endroit, ce n'est pas le français qui va venir nous développer nos langues. Donc on ne peut compter sur nous-mêmes. C'est pour cela qu'au début, j'ai dit le français, d'accord, mais il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier nos langues, puisque c'est ce qui nous appartient. C'est ce qui traduit notre culture, c'est ce qui traduit nos réalités sociales, c'est ce qui traduit notre vécu quotidien. Donc, tant que nous-mêmes, on ne se met pas au devant, sans pour autant dire « Allez, Français, on ne veut plus de toi », puisque si on le dit, ce ne serait pas galant. On l'a utilisé, donc on lui doit ce respect. On est là parce qu'on l'a utilisé. Mais cela ne doit pas nous empêcher
de penser à nos langues pour que demain, on travaille entièrement dans nos langues. Mais est-ce que, quand, à l'instant, je vous posais la question si toutefois le français faisait de l'ombre à nos langues ou bien le français constituait un obstacle à la promotion de nos langues, vous parliez de volonté politique, mais est-ce qu'on peut accorder assez d'importance à nos langues comme on le fait avec le français quand on sait que c'est le français qui est la langue de travail, la langue officielle, la langue de communication avec d'autres pays à l'échelle du continent et même dans le monde? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela ne nous fait pas oublier un peu la promotion de nos langues nationales? Non, c'est bien possible. La tendance peut être inversée. Hein. Quand vous partez dans les universités américaines, on apprend le bamananka. Allez-y en France, on apprend le tamashek. Oui, mais ça veut pas dire le bamananka vient après l'anglais quand même. Dans Soit. Oui. Ça veut dire que nous aussi, si on s'y met, un jour, on peut être là où les autres... C'est un concert. Hein? C'est un concert. C'est à nous d'essayer de nous doter des moyens nécessaires. Et les moyens, ils existent parce qu'on a les hommes. On a les hommes. Maintenant, ce qui manque, c'est une volonté politique affichée. D'accord. Monsieur Maïga, oui. Sinon, je posais la question tout à l'heure à Monsieur Dia. Et apparemment, il n'a pas bien saisi. Je disais que le fait que l'Organisation internationale de la francophonie, qui a des services, des structures techniques qui sont chargées de promouvoir la langue française, mais le fait que cette organisation même est beaucoup plus engagée dans les questions politiques aujourd'hui, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Certains pourraient penser que c'est un outil de politique pour la France de continuer à avoir son influence dans certains pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation ne peut pas essayer de diminuer un peu son engagement du côté politique pour mettre l'accent sur la promotion de cette langue française-là? Bon, effectivement, c'est l'impression que l'on a. C'est d'ailleurs le discours que l'on entend. Les gens... Ils confondent toujours francophonie et France. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, pour avoir travaillé là-bas, à chaque fois que je prends la parole quelque part, on me dit non, tais-toi, toi tu es... J'ai dit non, la francophonie, j'ai travaillé là-bas, mais ce n'est pas la France, je n'ai pas travaillé pour la France. J'ai travaillé pour la francophonie et le Mali était membre, n'est-ce pas, et payait ses cotisations comme les autres pays et là-bas. Donc, c'est parce qu'il y a eu l'influence politique qui a fait que, justement, il y a eu ce glissement. La francophonie est devenue très politique avec, voilà, depuis Boutros Ghali, on a amené ensuite Madame de Douanda. Bon, on sait pourquoi, voilà, on sait pourquoi. Ça fait que les gens, ils n'ont pas apprécié. Et ils pensent, la plupart des gens pensent que c'était un instrument de la France. Donc, cette pour vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que pour moi, comme je l'ai dit au départ, il y a effectivement deux comment on appelle, deux directions. Il y a le secrétaire général qui joue son rôle de politique. Et il y a l'administrateur général de la francophonie qui détient les fonds et le budget et qui finance les projets dans nos pays. Et parmi ces projets, j'ai parlé du projet éducatif, des projets en faveur des langues nationales. Moi-même, j'ai été responsable de ce projet qui finance les langues nationales. Il y a tout un pan pour la démocratie et les droits de l'homme. Le fichier électoral de beaucoup de pays sont expertisés par la francophonie, c'est quand même de l'apport. Parce que c'est notre argent, ce n'est pas l'argent de la France. C'est vrai que la France contribue, mais c'est l'argent que les États membres donnent qui est reversé pour faire le programme. C'est comme ça. Évidemment, parmi les contributeurs, il y en a qui donnent beaucoup plus que d'autres. Mais tout le monde donne. Tout le monde passe à la caisse. Et c'est cet argent-là qui fait le programme. C'est notre argent à nous, ce n'est pas l'argent de la France. Mais les gens ne savent pas ça. D'accord. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus en faveur d'une officialisation de nos langues nationales et pour l'abandon du français. Comment vous comprenez cela aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui au Mali?
est-ce que c'est toujours à cause de l'influence de la France là qui fait que certains commencent à rejeter cette langue-là au profit de nos langues nationales? Monsieur Dia. Non, je pense bien que c'est un cri normal. C'est normal. Oui, c'est un cri normal. Et nous sommes à un stade où les langues nationales sont de plus en plus instrumentées. Donc, elles peuvent quand même jouer pratiquement le même rôle que le français. Donc, c'est évident. Mais est-ce que hors du Mali, nos langues nationales peuvent nous permettre de communiquer? Elles peuvent jouer le même rôle que le français? Mais si vous prenez les langues nationales maliennes, et certaines d'entre elles sont parlées au-delà du Mali. C'est-à-dire que vous prenez le Bamananka, le Songhai, le Fulfulde, vous les retrouverez presque en Afrique occidentale, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est déjà... D'ailleurs, le professeur Maïga est là. Il y a un moment, c'est un projet de l'OIF, n'est-ce pas, qui travaillait sur des langues africaines qu'on pouvait les utiliser comme langue de travail de l'Organisation de l'Unité africaine, n'est-ce pas? Oh, oui. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons des langues qui sortent au-delà des pays, des différents pays africains. Mais moi, je dis que c'est normal. Les langues, le professeur l'a dit dès le départ, le français n'était pas une langue officielle de travail il y a des années. Le premier texte en français, je pense, c'est 842. 1181 ans d'existence, comparativement à nos langues qui n'ont pas été expérimentées à cette époque-là. Donc, progressivement, quand nos langues se développent, mais il va de soi qu'elles demandent la place qui leur convienne. Donc, ce n'est pas que c'est une forme de révolte contre la France ou quoi que ce soit, mais ça fait partie même du cours normal de l'histoire de l'humanité. Plus on se développe, plus les langues sont expérimentées, mais plus elles cherchent à s'imposer. Et en s'imposant, elles finiront par occuper les places qu'il faut. Et l'argument selon lequel que c'est la langue du colonisateur, on ne peut pas être indépendant tant que nous n'avons pas valorisé nos langues. Vous êtes d'accord avec ça? Non. C'est-à-dire, tout développement est lié à la langue. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, la langue est un véhicule de la culture. Donc si nous ne travaillons pas avec nos langues, mais c'est comme si nous sommes en train de sacrifier nos cultures. Ensuite, il a dit, en matière de connaissance, il est plus facile de comprendre ce qui est dit dans sa langue. Donc, ça veut dire que les langues africaines nous permettent effectivement de nous développer plus facilement que le français. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, le rapport, il va de soi obligatoirement qu'un jour, les langues africaines se développent et prennent la place qui leur convient obligatoirement. Monsieur Soumaïlou, comment cela pourrait être possible dans les années à venir, dans les mois à venir, on ne sait jamais, pour le Mali? De mon point de vue, il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique et que nos élites sachent que c'est à eux de se donner à cette lutte qui revient de lutte des langues nationales. Mon doyen, il a beaucoup fait en son oreille. Ce n'est pas pour le jeter des fleurs. Il pouvait faire encore beaucoup mieux s'il s'était dédié à ça. Et moi, je parie qu'il a fait plus en français qu'en son oreille. D'accord. Oui, mais... D'accord, le mot de la fin... Quand j'ai dit beaucoup mieux, c'est en son oreille, c'est sur le son oreille, mais pas en son oreille. C'est sur le son oreille, mais pas en son oreille. D'accord. Monsieur Maïga, pour avoir travaillé à la francophonie, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'on peut
être serein par rapport à l'avenir de la francophonie, de la langue française en Afrique? Oui. C'est-à-dire que moi, je suis contre tout ce qui est, disons, conflit de langue ou approche dichotomique. Il faut éviter de tomber dans ce que j'appellerais le nationalisme primaire. C'est pas productif, quoi. Le français est une langue de communication internationale. Il a sa place. Nos langues sont notre identité. Elles ont leur place. Il ne s'agit pas de pousser l'un contre l'autre. Moi, ma vision est qu'il faut faire des politiques qui puissent mettre en articulation de façon intelligente, n'est-ce pas? Oui. De façon conviviale, oui. Pas de guerre de langue, pour nous en sortir. D'accord, cela est bien compris, et sur ce que prend fin l'émission Grand Dialogue de ce soir. On parlait de la francophonie, regard croisé de nos professeurs sur le rôle et la phase et la place de la langue française en Afrique. Ils étaient au nombre de 3. Professeur Mamadou Dia, qui est enseignant à l'université, et professeur Amidou Issoufi Maïga, également enseignant mais ancien fonctionnaire également à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et M. Abdoulaye Soumeilou de l'Académie malienne des langues. Ce débat a été réalisé grâce aux opérations techniques de Hadjaratou Traoré, et Salim Diouara était à la régie vidéo. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain.